Avant Fascina, je n'avais fait qu'effleurer la connaissance. Et tout d'un coup, elle était là, complète. Cela a été si lumineux et ça a engendré une telle certitude en moi que j'étais certaine qu'un travail aussi honnête allait résoudre tous les problèmes, y compris le trac. Bonjour Madame Armelle Kantroff. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette interview au sujet de Monsieur Jean Fascina. Je suis également très honorée que vous ayez accepté de faire partie du comité d'honneur de l'école Jean Fascina. Vous avez donc bien connu Monsieur Fascina. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de lui? Une foule de souvenirs, 35 ans de souvenirs. Donc c'est beaucoup, évidemment. Mais je le revois toujours comme au premier jour où je l'ai connu. Un bel homme de 50 ans, très élégant, affable, chaleureux, et d'une courtoisie qui ne s'est jamais démentie au long de toutes nos années de travail en commun. C'était aussi quelqu'un de très généreux, de son savoir, de son temps avec ses élèves, et doué d'une patience d'ange. Vous m'aviez demandé à un moment mes souvenirs, quelques souvenirs. Évidemment, je ne peux pas en choisir beaucoup, mais j'en ai deux que je trouve assez drôles. Je n'osais pas le dire parce que ce sont deux compliments que Jean m'a fait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il ne faisait pas beaucoup de compliments, Jean. Et au bout du 4e ou 5e cours qu'il m'a donné, il m'a dit « Mais vous avez 8 ans! Vous êtes malléable comme un enfant de 8 ans. C'est merveilleux. » J'en étais très fière, évidemment. Je n'avais pas 8 ans. Et puis une autre fois, on faisait l'Académie de Nice ensemble. Et il y avait énormément de candidats, des Russes avec des programmes terrifiants, beaucoup de Japonaises, etc. Et moi, j'avais un programme assez léger, la sonatine de Ravel, la sonate de Mozart, des nocturnes de Chopin, enfin bon. Donc, comme on se présentait quand on voulait, j'y allais pas. Je trouvais que tous les autres étaient bien supérieurs à moi et que je ne pouvais pas y aller. Et donc, au bout du 4e jour, il m'a interpellée. Et puis, il faut dire que dans l'après-midi, il y avait un Russe qui avait fait tomber la lyre du piano carrément. Dans les 32 variations de Beethoven, vous voyez. Donc, il m'a dit, mais tout ça, c'est une sensibilité plaquée qui ne m'intéresse pas. Nous parlons le même langage. Alors là, le lendemain, j'y suis allée absolument décontractée. Et je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait de ma vie. Voilà. Mais donc ça, c'était le côté très agréable de Jean tout le temps. Par contre, c'était aussi un maître qui était sûr de son enseignement et doté d'une capacité d'autorité naturelle. Il y avait une autorité naturelle énorme. Et à mon avis, je ne pense pas que quiconque aurait osé la contester. Voilà. Mais c'est toujours lui que je vois, malgré toutes ces années où il est devenu quelqu'un de très important pour moi et de très cher, évidemment. Et qui me manque toujours beaucoup. Dans quelles circonstances avez-vous connu M. Fascina? Alors, dans les années 70, j'avais déjà entendu parler de Jean Fascina parce qu'il était le professeur de Jacques Rouvier, qui était alors le pianiste de mon mari, Jean-Jacques Kantorov. Et Jacques nous expliquait ses progrès, ses doutes, parce que c'est très déstabilisant au départ, bien sûr, pour un soliste. Et donc j'en avais entendu parler, je le connaissais. Mais moi, depuis les années 72, j'étais professeur de piano, à Meudon d'abord, où j'avais 25 heures de cours. Je travaillais très peu pour moi.
Et en échange, je participais, enfin je travaillais en freelance pour de nombreux journaux musicaux. Le Diapason, le Monde de la musique, Harmonie, etc. Et un jour, le Monde de la musique me propose un article sur les grands professeurs de piano. Et voilà que le matin, j'ai entendu sur France Musique Jean-Louis Agnoer, qui a été longtemps un élève de Jean, disant monts et merveilles et du travail qu'il avait fait avec Jean. J'ai immédiatement proposé une interview et je suis allée rencontrer M. Fassina. L'interview s'est passée magnifiquement, ça a duré 2 heures. On s'est senti très à l'aise, on s'est compris tout de suite. Et puis Jean m'a dit bien sûr, vous m'envoyez votre texte avant de le rendre au journal. Ce que j'ai fait. Et là, il a pris son téléphone et il m'a appelé en me disant c'est extraordinaire, jamais personne ne m'a compris comme vous en 2 heures et demie de temps. À mon avis, parce que j'étais davantage professeur que journaliste. Mais moi, j'avais compris que tout ce que je cherchais pour améliorer mes élèves se trouvait là. Donc j'ai lu cet article qui a contribué beaucoup à la notoriété, j'imagine, de M. Jean Fassina. Quels ont eu les retours que vous avez eus suite à la publication de cet article? Je pense que Jean a eu des retours, oui, mais moi j'en ai eu un extraordinaire. Parce que le jour où l'article a été publié, M. Fassina m'a invité fastueusement à dîner, comme il en avait l'habitude, et pour me remercier. Et là, il s'est mis à m'interroger, lui. Il m'a interviewé à mon tour. Et je ne sais si c'était l'abus de sauterne, de foie gras ou autre chose, mais j'étais très émue et j'ai commencé à lui faire part de mon regret infini de ne pas pouvoir profiter de son enseignement, tout en sachant que ce serait le seul qui pourrait me remettre vraiment au piano. Mais comme j'avais trop d'heures de cours, comme je ne travaillais plus pour moi, que je progressais plus, et que, à part quelques concerts de profs dans les conservatoires et des académies d'été où j'accompagnais la classe de chant, je jouais avec comment s'appelait ce merveilleux violoncelliste Tortelier. J'ai joué dans un quatuor avec Tortelier, bon bref. Donc j'accompagnais mon mari dans ces académies et je jouais à des concerts, mais jamais en soliste. Donc je pensais que j'étais dans l'impossibilité totale de pouvoir suivre les cours de M. Fassina. Mais il a vu mon émotion quand même, je pense, et il m'a dit ben, venez me jouer quelque chose. Alors là, j'avais mal choisi. J'avais choisi la 4e ballade de Chopin, ne sachant pas que c'était son cheval de bataille. Et bon, il m'a écouté. Il m'a dit vous êtes intelligente, ça ira. Bon, je ne me suis pas affolée parce que je sais ce qu'il avait dit à Jacques Rouvier. Oh, vous êtes musicien, mais entre votre tête et le bout de vos doigts, il n'y a pas de relais. Donc, je n'étais pas tellement inquiète. Mais enfin bon. Et il m'a dit, débrouillez-vous pour trouver le temps de travailler au moins 5 heures par jour. Et je vous accepte comme élève. Donc le retour ne pouvait pas être mieux pour moi. Ah, c'est formidable. Monsieur Rybisky, Marianne Rybisky m'a dit que vous aviez beaucoup contribué à la création de ce magnifique livre « Lettre à un jeune pianiste » par Monsieur Fassina. Et pourriez-vous parler de la genèse de ce livre qui a inspiré beaucoup de pianistes et qui inspire toujours beaucoup de pianistes dans le monde entier? Cela m'enchante. Oui, bien sûr, je peux vous en parler. Au bout de plus d'une dizaine d'années de travail intensif avec Jean, puisque c'était 2 fois par semaine pendant 8 ans, après j'ai obtenu enfin 1 fois par semaine, je voyais Jean travailler à plein temps, hein, toute la journée.
Et il enseignait à des solistes, à des étudiants de très haut niveau, à quelques professeurs de toute nationalité. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de Japonaises qui venaient s'installer 3 ans à Paris pour se perfectionner avec lui. Voilà. Donc c'est très bien, mais en même temps, comme Jean le dit très bien dans son livre, à Paris, au conservatoire, personne ne savait ce qu'il faisait. Et on le portait au nu, ou on le vilipendait, sans connaître absolument rien de son travail. Puisqu'en fait, il a toujours travaillé presque, pas contre le conservatoire, mais pas vraiment avec. Et moi qui avais travaillé dans la presse et tout, j'avais vraiment envie de lui offrir un public plus large, pour pas que cet enseignement extraordinaire se perde. Donc j'ai réussi à le persuader de transformer ma leçon du mardi en interview. Je dis Jean, voilà, moi, vous n'avez pas le temps, mais bon, je peux vous aider. Bon, chaque mardi, vous me donnez une interview en me disant bah, votre biographie, tout ce que vous voulez transmettre, l'essentiel de votre méthode, le chapitre extraordinaire sur la liberté, le style, etc. Et il a accepté. Et donc ça s'est passé comme ça. J'allais le voir 1 fois par semaine. Je lui ai apporté la première mouture de son interview. Il le relisait avec une attention farouche. Et ça lui permettait de préciser sa pensée. Et à la fin de ce travail, qui a duré 6 mois, chaque mot, chaque expression était de Jean Fasséna. Voilà. Et d'ailleurs, Marianne m'a remercié de la fidélité. Jean, ça ne pouvait pas être autrement, c'est son livre. Et puis je suis ravie qu'il ait pu être publié. Parce que, en plus, sans aucun mal, je l'ai présenté chez Fayard, il a été accepté tout de suite. Bon. Mais surtout pour les retours que Jean en a eus. Et entre autres, votre présence ici aujourd'hui, chérie Romy. Et c'est vraiment grâce à ce livre que j'ai découvert son enseignement. Et par la suite, j'ai cherché à le joindre, mais c'était un peu difficile. Et par chance, j'ai pu rencontrer Madame Fusino, Yukari Fusino. Et ensuite, j'ai pu rencontrer Monsieur Fasséna. Donc je vous en remercie infiniment. Oui, parce écoutez, je suis très touchée. C'est vraiment grâce à vous. Et quelle était sa réaction quelle était la réaction de Monsieur Fasséna quand vous avez parlé de l'idée du livre? Il a accepté assez facilement, il était enthousiaste. Parce qu'il avait besoin de reconnaissance. Il avait besoin de reconnaissance et ne savait pas trop comment l'obtenir finalement. Donc il avait besoin de quelqu'un qui le pousse, hein, et qui sache mettre en forme, en gros, ce qu'il avait à dire. Voilà. Pour vous, comment se passait le travail avec lui? Qu'est-ce que ça a révélé sur votre identité en tant que pianiste, en tant qu'artiste? À n'importe quelle heure du jour, Jean était disponible et affable. Jamais un mouvement d'humeur, jamais un mot blessant, jamais une impatience. Et ça, en cela, je crois qu'il était unique. C'était pourtant le professeur le plus exigeant que j'ai connu. Il ne laissait rien passer avant de changer d'étape. Je réalisais combien il est plus difficile de retrouver un geste ou une sensation à volonté, quand on n'en a pas l'habitude, que d'apprendre un texte. Ce travail de patience était si logique qu'il emportait tout de suite mon adhésion. Et je passais mon temps à dire « Mais c'est bien sûr, comment ai-je pu faire autrement ?» Avant Fasséna, je n'avais fait qu'effleurer la connaissance. Et tout d'un coup, elle était là, complète. Cela a été si lumineux et ça a engendré une telle certitude en moi que j'étais certaine qu'un travail aussi honnête allait résoudre tous les problèmes, y compris le trac.
très important parce que j'ai toujours été traqueuse. Et ce long cheminement a dénoué en moi un blocage douloureux de plus de 20 ans. Quant à l'approfondissement de l'imagination sonore que m'a apporté ce travail, ça a mis fin aussi à tous mes doutes. Pour moi, M. Fassina était l'un des rares maîtres qui était capable d'expliquer de façon limpide, étape par étape, le mouvement nécessaire à l'expression du son. Quelles ont été vos impressions à ce sujet? À ma connaissance, Jean Fassina était le seul pianiste français qui ait pu bénéficier de l'enseignement à la source de Paderewski, de l'école Chopin et de cette méthode polonaise si différente de la nôtre, où on commence par s'occuper de la physiologie de la main, de chercher à ce que le bras soit libre, à pouvoir dessiner le relief du clavier avec le poignet, parce qu'on prend conscience que le son doit partir de l'épaule et arriver jusqu'au bout du doigt sans que aucune articulation, l'épaule, le coude, le poignet se bloquent, parce que sinon le son se tarit comme une rivière. En bref, chaque geste devient conscient, d'abord lentement pour comprendre sa plénitude, puis peu à peu s'intègre dans le tempo. Évidemment, tout cela n'avait pour but que de pouvoir reproduire le son que l'on vient d'imaginer dans sa tête, comme disait Neuhaus. Quant aux qualités de limpidité, de patience et de rigueur de Jean, cela tenait non pas à l'école polonaise, mais à ses qualités propres de professeur exceptionnel. Monsieur Fassina était passionné par l'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement pour vous? Comprendre et transmettre ont toujours été mes priorités. Je n'ai jamais rien ambitionné d'autre. Avant cette remise en question, je commençais à trouver parfois mon travail fastidieux. C'est pourquoi aussi je suis allée travailler avec les journaux musicaux, parce que j'avais trop de débutants, enfin bon. Et après le travail avec Jean Fassina, il m'a rendu le goût de l'enseignement décuplé. Parce que c'est merveilleux de ne pas se fier seulement à son instinct, mais être sûr de savoir guider l'évolution d'un élève. Donc ça m'a donné une confiance en moi formidable. J'ai d'ailleurs, toute ma vie de professeur a été chamboulée. Depuis 1992, j'enseigne de façon privée, afin de pouvoir transmettre cette approche du piano si intelligente sur le plan psychologique et si raffinée sur le plan de la musique. Parce que d'ailleurs, dans mes derniers conservatoires, comme à Maison Alfort par exemple, j'avais le même tabouret pour les enfants de 6 ans et les garçons de 1,83 m. Impossible de le régler. Ah oui. Et j'avais... je pouvais pas prendre mon temps, j'avais un élève toutes les demi-heures. Bon. Cette 1h30 qui est souvent transformée en 2 heures chez moi, j'avais besoin de ce temps. Parce qu'expliquer un geste, ça prend un temps fou. Et que si on se contente de faire le morceau parce qu'il y a le morceau d'examen et qu'il faut l'apprendre par cœur, etc., on n'a pas le temps de faire le travail de fond. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler toute seule. Et maintenant, maintenant je parle musique aux débutants, j'explique chaque geste en fonction du phrasé, de la difficulté technique ou d'autres choses. Voilà, j'ai acquis une grande certitude dans mon métier. Monsieur Fassina passait beaucoup de temps à écrire les doigtés pour chaque élève. D'après vous, quelle importance cela avait-il pour lui? Ça avait une énorme importance parce que les doigtés étaient intrinsèquement liés à la liberté de la main, à sa méthode, à l'expression. Donc, il les écrivait, il prenait beaucoup de temps, c'est vrai, à les écrire pour tout le monde. Et je l'ai compris après, parce qu'il était obligé de les imposer au départ, afin qu'un mauvais doigté, et alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais
des doigtés imprimés qui sont d'une rare imbécilité, ça court les rues. Donc, afin qu'un mauvais doigté ne replonge pas un élève dans ses tensions, ni n'abolisse un progrès en train de se construire. Voilà pourquoi il les écrivait pour tout le monde. Et ces doigtés étaient innovants. Et comme il nous avait appris, n'est-ce pas, le passage du pouce très facilement, dans un trait de Beaux-Arts, il privilégiait pouce 2-3, pouce 2-3, au lieu de 3-4-5 qui était malhabile, par exemple, vous voyez. Je pense là au premier nocturne de Chopin, quand il voulait une main extrêmement rassemblée, avec des doigtés pratiquement en double contact, pour concentrer le son et le legato, même dans une nuance petite, mais qui parle, pas un piano mou. Hein. Donc ça, il changeait aussi les doigtés, rarement chez Chopin, puisqu'on a la meilleure édition, avec l'édition Paderewski, mais quand même. Et dans Bach aussi, il changeait énormément de doigtés. Et entre autres, un qui m'avait sidéré et qui est d'une grande utilité quand il fait passer 5, 4, 3. Et tout ça, bien sûr, pour la facilité du trait, la limpidité du discours, l'expression. Voilà pourquoi il les écrivait, pourquoi c'était si important. Et ça serait merveilleux de pouvoir les éditer, ces doigtés. Si on arrivait à chacun donner les doigtés qu'il a et que quelqu'un puisse un jour les éditer, ça pourrait rendre de grands services à des élèves, ceux qui ont envie de se remettre en question, hein, nous sommes bien d'accord, c'est pas la majorité, mais ça pourrait rendre de grands services et ça irait dans le sens de la générosité de Jean Fassina, qui donnait tout, il n'a rien gardé pour lui, tout ce qu'il savait, il l'a transmis. Hein. Et ça, c'est pas tous les professeurs non plus qui le font. Bon, on arrive à la dernière question. Finalement, quelles ont été les différences qui vous ont marqué dans l'enseignement de M. Fassina par rapport aux enseignements que vous avez connus auparavant, avant Fassina? Ce ne sont pas des différences, c'est un autre monde. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais sortie du premier cours sans avoir fait un bruit, une note, mais j'avais encore rien compris, bien sûr, de la formation de l'oreille et tout ça, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Au conservatoire, aucun professeur, et j'en ai eu de bons, mon premier professeur était un élève de Cortot, bon. Aucun professeur ne m'a jamais dit mais où vous asseyez, je m'asseyais plus haut que le clavier. Ben, votre bras il n'est pas libre, votre poignet se bloque, votre coude ça va pas. Aucun professeur ne s'en est occupé, jamais. Quant au phrasé, bon, ben, j'avais un phrasé naturel, donc c'est pas la peine que je fatigue. Et pourtant nous avions de bons musiciens comme professeurs. Mais à mon avis, ils n'avaient pas les moyens de nous expliquer ce qu'ils faisaient eux-mêmes par instinct, fort bien. Mais le genre, faites comme moi, c'est facile, c'est aussi quelque chose de courant, mais qui ne vous aide pas vraiment. Et pour vous faire un peu rire, je me rappellerai toujours dans la tempête de Beethoven, il y a une foule de sforzati, et au lieu de les doser en fonction de la nuance du trait, ça donnait des coups de poing partout, parce que la seule image qu'on m'avait donnée, c'était « Ah, les sforzati, c'est la corne de brume !» Sous prétexte de tempête, la corne de brume, voilà. Ou alors ils employaient des arguments psychologiques pour essayer d'obtenir un climat sous mat, ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas ça. Donc l'enseignement de Jean, pour moi, a été une révélation complète, qui m'a passionnée tout le long de ce long cheminement. J'ai été enthousiaste chaque jour parce que la compréhension était accrue constamment et les progrès de mon jeu aussi. Donc j'ai été passionnée par ce travail. Avant Jean, je doutais beaucoup de mes moyens physiques. J'étais une enfant, une jeune fille très frêle, qui a été malade, bref.
Donc on m'avait collé dans la tête qu'à part Mozart, bon, il n'était pas question que je joue un Brahms. Mais dès le 3e cours où j'ai entendu le son que pouvait sortir mon petit doigt, j'ai été rassurée sur ce point-là. En fait, j'ai gagné en puissance et en liberté corporelle, ça c'est évident. Et quant à l'enrichissement de l'imagination sonore, j'aurais presque tendance à croire qu'avant Jean Fassina, j'étais à moitié sourde. Enfin, pour résumer, Jean était un guide, un révélateur de talent, un maître exceptionnel qui m'a donné plus que quiconque.